Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Tour Zéro. C'est Croissant, je suis accompagné de PDPU. Cette Bonjour. semaine, malheureusement, encore une fois, Otal n'est toujours pas là. Il y a des petits empêchements. On espère qu'il sera de retour la semaine prochaine pour pouvoir à C'est nouveau vrai. profiter Il nous de manque. son expertise et de ses bonnes takes en débat. On n'a pas Knight non plus parce qu'il en avait marre de montrer sa tronche. Parce que bon, voilà, il a eu des commentaires un peu négatifs, des retours. Oh, c'est parce Non, qu'il je joue à rigole bien WoW, sûr. c'est tout. Je rigole bien sûr. Non, non, Knight, comme on l'avait dit dans les premiers épisodes, c'est pas vraiment prévu qu'il intervienne de manière régulière. Là, il a dépanné un petit peu sur des épisodes précédents parce que Tal et moi, on n'était pas forcément super dispo. Mais non, voilà, on va vous faire un petit épisode juste tous les deux avec PDPU où on va vous parler un peu de manière générale de comment s'entraîner correctement sur le jeu, comment essayer de s'améliorer, comment train des decks, des match-ups, etc. Et vous parler un peu de notre expérience à nous, comment nous, on peut préparer en vue de certains tournois ou dans une nouvelle méta. Avec l'arrivée de Dynasty et de la prochaine saison de ProQuest d'ici à peu près un mois et demi, on trouvait que c'était un peu pertinent de vous donner voilà, nos avis là-dessus et notre façon de fonctionner. Mais avant ça, comme d'habitude, notre semaine dans Flesh and Blood. Et du coup, toi, comment ça s'est passé cette semaine, Pilipio? Eh beh, très bien. Contrairement à la semaine dernière, j'ai pu un petit peu plus jouer parce que j'étais moins malade. Du coup, j'ai fait le tournoi du jeudi, en blitz où j'ai joué, Dromai Redliner. Comme j'ai envie de rejouer Dromai et que je suis au fond de moi, je resterai toujours un deck aggro. Je me suis dit: «À quoi bon jouer des cartes qui génèrent des ressources quand on peut jouer des cartes sans ressources?» Du coup, voilà. Et du coup, comme il existe une carte formidable qui s'appelle Flamescale Furnace, bah, du coup, tu peux faire des dingueries avec que des cartes rouges dans Dromai. C'était très drôle. J'ai fait 3-2. J'ai perdu in extremis contre Chain et contre. Je sais plus. On s'est pas joué Si, pendant le tournoi, je si, crois, si. si. J'ai perdu contre Holdim aussi. Parce que j'ai Ok, pris ouais, on Macho s'est pas Grande joué pendant le Rouge tournoi. tour 1. Et ça fait 2 fois que ça m'arrive. Et Et ça fait c'est beaucoup. compliqué de revenir. Ouais, clairement. Voilà. Du coup, j'ai perdu et sinon toutes les autres games se sont assez bien passées. Genre le deck marche bien. J'ai vu quelques améliorations que je voulais faire, quelques deux trois trucs que je voulais changer, mais dans l'ensemble, le deck il tourne bien, ce qui est assez étonnant parce que je m'attendais pas à ce qu'une liste full rouge marche aussi bien. C'était pas la première fois que je la jouais, mais je suis revenu dessus et j'ai bien kiffé. Et du coup hier, j'ai joué Dromai mais en construit cette fois-ci. Et du coup, j'ai essayé de reproduire à peu près la même chose. C'est une liste que j'ai jouée qui a été présenté sur la chaîne de Ethan Van Sant. Dromai Redliner Migo Face, gros deck aggro des familles, là, qui joue Red Hot, et ça, quel plaisir. J'adore Et les en plus, j'ai cartes. mis un twist, j'ai mis une Crown of Dominion dedans et des Kashin, et genre. J'ai fait 3-0, c'était pas mal, c'était vraiment sympathique. Le deck il tournait très très bien, il est très fluide, et c'est assez agréable. Et voilà. Et toi, Croissant, dis-nous tout. Alors moi j'ai fait 3 tournois cette semaine, un en CC et deux en Blitz, puisque maintenant ma semaine s'articule pas mal autour de l'Armory le mercredi à Uchronise en construit, l'Armory le jeudi à Play-in en Blitz, et maintenant depuis maintenant 2 semaines, le vendredi en Blitz à Uchronise également, puisque pour les gens de Paris sur le Discord, il y a, vous l'aurez vu, il y a une nouveauté sur les tournois à Uchronis, puisqu'il y a un système de ligue que je trouve vraiment super intéressant et qui, de mon point de vue, va pousser les gens à venir un peu plus souvent, à être plus réguliers, etc., à peut-être essayer aussi de se dépasser un petit peu et tout. Donc, je pense que c'est super positif. Globalement, c'est le même format de tournoi qu'avant, sauf que en tant que joueur, on a des récompenses en plus à la fin de la saison de ligue si on est dans le top 8. Bref, si vous voulez les détails, allez sur le site du Chronise, c'est très bien expliqué. Et ceux qui sont à Paris, et si vous avez l'occasion de venir, venez, parce que c'est super cool. Et du coup, donc pour l'armory du mercredi, j'ai continué à jouer à Azalea, puisque je sortais de ma victoire au Winnerbox et que j'étais confiant sur le deck. Malheureusement, il y a de plus en plus de Dromai dans la méta Icronise. Et attends, je me Et déplace donc, pas. ça devient compliqué de jouer Azalea. Je vais d'ailleurs probablement changer pour l'Armory qu'on va faire demain au moment de tourner cette vidéo. Et je vais probablement changer un peu de deck temporairement parce que le match-up Azalea Dromai, c'est vraiment compliqué. Après, le jeudi, j'ai rejoué, que je rejoue depuis maintenant 2 semaines, un de mes premiers amours en Blitz, c'est-à-dire Kano.
parce que Kano, c'est très fort et que compter à 20, c'est très simple. Et j'ai fait 4-1. La seule game que j'ai perdue, c'est une game qui restera dans ma mémoire contre un autre Kano. Et je ne parlerai pas plus de cette game. La personne contre qui j'ai joué se reconnaîtra et saura ce qu'il en est. Alors, Voilà, il y avait le des plays un résumé, peu. c'est ils ont fait n'importe quoi, mais il y en a un qui a fait n'importe quoi avant l'autre, du coup il a perdu. Voilà, Alors, tout ce qu'il faut retenir. le vrai résumé, c'est qu'il y a quelqu'un qui a fait n'importe quoi, que l'autre personne n'avait pas la main pour punir, que du coup l'autre personne s'est trompée dans ses calculs et a fait n'importe quoi aussi, et du coup a perdu. Voilà, c'est un peu plus proche de la vérité. Mais vraiment, bah, en fait, quand dans le miroir de Kano, t'as quelqu'un qui fait pitch pour Kano, qui regarde la carte du dessus de son deck et qui fait c'est pas bon, ça a big attack, et qui voit un nourishing comme finesse, et qui derrière, au lieu de dire bah, je vais arrêter mon tour là où je joue un spell, pitch toute sa main pour faire un ragamuffin pour pouvoir jouer le nourishing. Voilà. C'était un peu Technique. particulier comme game, mais comme je le dis depuis un moment maintenant à ceux qui suivent un peu, je déteste le miroir de Kano, que ce soit en Blitz ou en CC, parce que je trouve que c'est complètement idiot comme match-up. Donc voilà, mais j'ai fait 4-1 sinon, donc c'était plutôt cool. Et le lendemain à Uchronis, du coup, j'ai rejoué Kano et j'ai fait 4-0. Ce qui me met donc du coup en 4 events, je crois que j'avais compté, c'est 15-2, je crois, avec Kano en blitz. Donc le deck marche plutôt bien pour moi en ce moment. Je suis assez content parce que au départ, j'avais un peu perdu des lignes de play et tout ça, et là, je commence à bien les retrouver. Donc c'est franchement cool, je kiffe toujours autant le deck. Je m'excuse auprès de mes adversaires parce que j'en vois pas mal, y compris des joueurs un peu plus nouveaux qui n'aiment pas forcément trop. Donc je vais peut-être essayer de ne pas jouer que ça. Mais De mon point de vue, Kano en blitz, il faut apprendre à l'affronter. Ça fait partie des ennemis qui étaient là depuis toujours, qui je seront suis probablement d'accord. toujours là. Donc en fait, genre, il y a que dans ce format qu'il existe. Si en plus on lui dit qu'il n'a pas le droit d'exister parce qu'il est chiant à affronter, je trouve ça un peu dommage. Alors, je suis d'accord et je vais pas arrêter de le jouer pour autant, mais je peux comprendre aussi que quand Ouais. on maîtrise pas forcément le match-up et que on prend que pendant son tour, à son tour 1 ou 2 de jeu, on meurt parce qu'on a voulu un peu trop attaquer ou parce que voilà. Alors, Mhm. certes, c'est en général les games que je gagne tour 2 ou assez facilement, c'est soit parce que j'ai énormément de chance et je ferai la même chose avec un autre deck aggro qui a roll avec des CMH ou des Art of War, soit parce que mon adversaire fait des erreurs. Mais comme ces erreurs, elles sont dues en grande partie au fait de pas beaucoup connaître le match-up, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui jouent Gano en blitz, mine de rien. Du coup, je peux comprendre que ce soit des fois un peu frustrant de dire, bah en fait, j'étais en train de jouer et j'ai perdu. C'est un peu dommage et que la game dure très peu de temps, avec une grande partie du temps où c'est moi qui réfléchis parce qu'il faut que je compte. Donc, Mhm. je peux comprendre le côté un peu frustrant et du coup, Et je tu vois, pense que je vais essayer de le jouer un peu moins souvent. Mais je continuerai le jeu parce que j'aime beaucoup trop le ce qui me deck, donc je vais pas frustre, tu m'arrêter. vois, c'est que le jeudi, je mets des Oasis Respite, des Sand Cover, des J'y sigils joue dans mes pas. decks en mode si je te croise, ben, j'ai des armes en fait, et à chaque fois je Ouais. t'évite. Voilà. Et ouais. Ah, en même temps, non, j'allais dire je Il, gagnais, mais en il fait, faudrait que je gagne pour ça là, salaud va. non, j'allais dire on a fait des games avant et je les gagnais, mais en même temps, je les ai plutôt perdus ce jeudi. Mais c'est parce que je jouais à une version bizarre du deck au début. Du coup, c'était pas hyper représentatif. Oui, oui, bah, c'est qu'en fait, Je, je jouais des trucs chelous. quand tu jouais n'importe quoi, bah, du coup, je gagnais. Puis quand tu as commencé à jouer le vrai deck, bah, du coup, j'étais à 0-3, C'était je plus crois. Donc, compliqué. Ouais, c'était ouais. plus compliqué. Bon, en même temps, un deck full rouge, c'est pas Oui, forcément oui, je hyper simple pars avec un, de toute façon. un Mais, désarroi. mais voilà, du coup, donc ma semaine plutôt bien passée overall. Un peu déçu de mes résultats en CC, mais je pense qu'il y a un meta shift qu'il faut que je respecte et il va falloir que Mais il y a je vraiment change de plus deck de temporairement. Dromai que ça? Bah, Enfin, que là? en fait, il y en a, je crois qu'il y en a genre 3 ou 4 maintenant, Ah bon? avec potentiellement une ou deux personnes en plus qui vont venir. Bah, Paul était dessus, il y a Mathieu qui est dessus, il y avait un nouveau joueur qui était dessus, et je crois qu'il y avait une quatrième personne. Et je crois aussi qu'il y a au moins une ou deux personnes en plus qui ont dit que le deck les intéressait et qui vont peut-être venir avec la semaine prochaine. Ah, je Et me sentais tout surtout, seul. Je et croisais zéro Dromai là. en fait, en plus de ça, bah là, une des finales, alors pas tout à fait, parce que c'est. Enfin, en fait, il y avait que 4 rounds et du coup, il y avait deux personnes à 4-0, bref. Mais en fait, deux des personnes qui étaient à 3-0 en avant-dernière round, c'était deux Dromai. Du coup, il y a aussi le fait que les Dromai performent plutôt bien dans la méta qu'on a à, à Uchronize, notamment en partie parce qu'il y a, je pense, des gens qui maîtrisent pas forcément très bien le match-up contre et qui du coup font un peu d'erreur parce que c'est pas un deck facile à affronter, je trouve, dans comment gérer les dragons et tout ça notamment. Mais du coup, bah, si moi j'ai. Enfin,
si j'essaye de bien performer et de faire 2-1, 3-0 sur mes premières rounds, il y a Tu des vas chances que inévitablement j'en joue. tomber dessus. C'est Ouais. ça, il y a des chances que j'en joue vu les résultats récents. Donc Bah, voilà, t'as je vais qu'à te prendre dire qu'il side out Rick the Humber et puis c'est réglé. Ouais, on peut dire ça, mais tu sais que j'ai perdu contre un Dromai mercredi. Il a joué Rex the Humbers, il n'a pas fait Dashwing et j'ai quand même Hein? perdu. Ouais, mais c'était un nouveau joueur, donc il connaissait pas le match-up à sa décharge. Mais Killoria, into. Enfin, en fait, il a fait Miragai, que j'ai pas pu gérer parce qu'il fallait que j'attaque, into Killoria. Into au tour d'après, il m'a joué un Yendurai et il m'a rejoint un autre dragon. Enfin, genre, il y avait 4 dragons sur le board, c'était Oh, mais compliqué. pourquoi il a pas fait de Hashwing? Faut faire des Hashwing, c'est fort les Hashwing. Oui, c'est très fort les H-Wing contre les decks qui font qu'une attaque par tour. Mais en fait, je crois qu'à ce moment-là, il voulait garder des haches pour faire d'autres dragons. Je peux comprendre le play. Hmm. Mais, Ok, ok. mais de toute façon, c'est un joueur qui était nouveau et pour le coup, Azalea, c'est vraiment pas. Je pense que en tant que nouveau joueur, même quand tu regardes un peu ce qui peut se faire dans la méta et tout ça, c'est vraiment pas sur Azalea que tu tombes au début. Donc, c'est Ouais. vraiment pas ce que tu apprends à affronter au départ, on va dire. Je Mhm, pense que mhm, c'est vraiment, c'est pas là que tu te concentres au départ et je pense que c'est une très bonne chose de ne pas se concentrer dessus dès le départ. mhm. Mais voilà, du coup, pour nos semaines, on va pouvoir passer au main topic et du coup, en fait, on avait envie de parler un peu de ça, comme je l'ai dit, parce qu'il y a une nouvelle méta qui va s'instaurer avec l'arrivée de Dynasty qui change certaines choses. On ne sait pas encore à quel point ça va peut-être renouveler et changer des choses. Il y a la saison de ProQuest qui va arriver d'ici un gros mois et demi, et qui du coup va aussi être intéressante de voir ce que la méta va donner à une échelle plus internationale, qu'est-ce qui est joué, dans quel pays, etc., qu'est-ce qui performe, et tout ça. Et du coup, vu que nous, en tant que joueurs, on va jouer une partie de ces ProQuest, on va commencer à être dans ce truc de train et dans cette dynamique-là. Et en fait, ce qu'il faut savoir, je crois qu'on en a déjà parlé, mais avec Pilipio, on fait partie d'un même groupe avec d'autres joueurs parisiens, notamment Monsieur El Pardi, champion de France. Donc Mhm. on a en fait plusieurs personnes avec qui on joue et on théorycraft pardon, de manière assez régulière et récurrente. Et du coup, enfin voilà, on avait envie de vous donner un peu des pistes de comment vous pouvez faire aussi pour peut-être mieux vous entraîner, mieux pratiquer vos decks, etc. En vue d'événements compétitifs comme la saison de ProQuest. Du coup, Mhm. toi, Pidipiu, si tu avais déjà peut-être le premier conseil que tu aurais à donner, la première chose qui pourrait être faire et qui vraiment augmenterait cette capacité à s'entraîner, ce serait quoi? Alors, je pense que le plus important pour s'entraîner à Flesh and Blood, c'est d'être bien entouré. Mm. C'est-à-dire Je suis d'accord. d'avoir avec les personnes avec qui on joue, des personnes qui déjà représentent une diversité d'adversaires et Mm. de types de decks à affronter. Parce qu'on va revenir dessus, mais il y a des jeux pour lesquels il est plus facile de s'entraîner sur une méta. Flesh and Blood n'en fait pas partie. Mm. Donc c'est important d'être bien entouré. Mais tu vois, je pense que le premier conseil que je donnerais pour quelqu'un qui veut, s'investir d'un point de vue compétitif, qui veut s'entraîner, se dépasser et cetera, c'est de pas oublier que au fond, c'est un jeu et Ouais. qu'il faut continuer à s'amuser en s'entraînant. Genre, je sais que moi, il y Mm. a eu quelques fois où on a joué pour s'entraîner, où, bah, je m'amusais moins que je m'entraînais et genre, j'étais en mode: «Bah, Mm. il faut que je m'entraîne parce que c'est important, mais dans le fond, qu'est-ce qui était important? Est-ce que c'était le résultat que j'imaginais faire en m'entraînant, ou est-ce que c'était le plaisir que je prenais à jouer? Donc évidemment, c'est une considération qui s'écarte un petit peu de l'aspect très théorique de l'entraînement et comment est-ce qu'on peut s'organiser pour progresser dans un jeu. Mais progresser, s'entraîner, jouer avec des potes, jouer avec des camarades avec qui on considère qu'on s'entraîne, etc., etc. Je pense que il faut garder à l'esprit qu'on est là pour jouer et Mm. que c'est avec, on utilise l'entraînement, on va utiliser les tournois, etc., etc., pour jouer et s'amuser, mais ne pas le perdre de vue. Je pense que c'est important. Je pense effectivement, je te rejoins totalement sur le fait que faut pas perdre de vue les objectifs et pourquoi on est là, c'est-à-dire pourquoi on joue au jeu, pourquoi on s'entraîne en vue d'un tournoi. Est-ce que c'est parce qu'on a envie de performer? Est-ce que c'est parce qu'on apprécie le jeu et c'est un loisir pour nous et on apprécie
les différentes dynamiques et activités intellectuelles qu'il y a autour du fait de deck build, de theory craft, de jouer, de réfléchir pendant les games, etc. Et effectivement, selon le degré d'amusement qu'on cherche et de résultats qu'on cherche, l'intensité de l'entraînement et la façon de s'entraîner va peut-être être un petit peu différente. Je sais que moi, en général, quand je prépare un tournoi, j'ai tendance à être un peu plus du côté entraînement strict que toi, tu peux l'être. Et Ouais. c'est aussi pour ça que j'avais proposé qu'on fasse un podcast sur ce thème-là, parce que je savais que ça allait être intéressant, parce qu'on est un peu différent là-dessus, justement. Et par contre, je reviens aussi, et je pense que ce que tu as dit sur le fait d'être bien entouré, je pense que c'est hyper important. Si jamais vous avez envie, de mon point de vue, que ce soit sur Flash and Blood ou même sur les jeux de cartes de manière générale, d'être compétitif, d'être bon sur le jeu, de vous améliorer, de éventuellement perfer dans des tournois futurs, etc., à moyen ou à long terme, je pense qu'une des premières choses à faire, c'est essayer de vous former un groupe de train avec un certain nombre de personnes. Les nombres varient, il n'y a pas de nombre forcément magique. L'idée, c'est d'être un certain nombre pour que vous puissiez, quand vous fixez des moments de train, même s'il y en a qui ne seront pas forcément dispo, qu'il y ait toujours assez de joueurs disponibles dans votre groupe pour que la session puisse avoir lieu, la session d'entraînement. Et comme a dit Pilipiu, je pense que c'est important aussi de quelles personnes vous mettez dans ce groupe de train. Alors évidemment, a priori, c'est des personnes qui soit ont déjà un bon niveau, soit sont peut-être plus débutants, mais ont envie d'apprendre et de se surpasser, et donc théoriquement vont atteindre un bon niveau à un moment donné. Parce que s'entraîner avec des joueurs qui ne sont pas dans le même état d'esprit de vouloir s'améliorer ou quoi, ou s'entraîner avec des joueurs qui vont jouer des decks plus fun, des trucs qui marchent pas, des choses qui sont pas vues comme performantes, etc. C'est pas forcément le plus intéressant, on va dire, et le plus pertinent. Et il y a aussi l'aspect de si vous pouvez avoir un groupe de practice avec différents types de joueurs quelque part et des joueurs de différents types de decks. C'est-à-dire que moi, par exemple, je sais que j'ai apporté beaucoup à mon groupe de train à un moment parce que j'étais un gros joueur d'Islander. Et quand Islander a commencé à être méta, à être reconnu comme un bon deck, etc., j'ai pu apporter beaucoup d'expertise là-dessus. Je sais qu'on a un très bon joueur de ninja dans notre groupe de pratique aussi. Je sais qu'on a des bons joueurs d'aggro. On a avec Mohamed un excellent joueur de contrôle et de gardien. Donc on a plusieurs facettes, ce qui fait que quand il y a des shifts dans la méta, on peut assez rapidement et assez facilement dire ah bah tiens, ce deck-là, c'est déjà un deck qui a été joué par telle personne dans notre groupe. Qu'est-ce que tu en penses? C'est quoi ton avis dessus? C'est quoi ton avis sur les nouvelles listes, etc. Et ça peut permettre de toujours avoir une ou deux personnes au moins dans le groupe qui ont un avis, entre guillemets, plus expérimenté sur la chose ou sur le deck du moment, etc. Mmh. Et en vrai, ce que je trouve intéressant avec l'idée surtout de bien s'entourer, c'est que, quand on s'entraîne pour un TCG, heu, il y a une part de l'entraînement qui est liée aussi, comment dire? Aux infinies possibilités du jeu. C'est-à-dire que aux échecs, vous commencez toujours la partie de la même bannière. Il y a un joueur noir, un joueur blanc et tu Mm. t'affrontes et c'est tout. Tu peux discuter des ouvertures et cetera, mais dans le fond, les pièces avec lesquelles les 2 joueurs commencent sont toujours les mêmes. Comme dans un TCG, les decks changent et que chaque joueur peut apporter pendant une partie une part, d'originalité, de subtilité, de nouveauté et cetera et cetera. Tout le deck building, toute la théorie qu'on essaie de développer, tout le travail que font les joueurs sur une liste, c'est quelque chose qui est intéressant, qu'il faut pas négliger, mais ça peut aussi être quelque chose qui, en tant que joueur, ne vous intéresse pas, Mm. ou vous vous sentez pas capable de le faire. Genre, je sais que, on a tous des profils différents par rapport au deck building et par exemple, je vais avoir du mal à monter un deck, en partant de rien. Je vais avoir plus souvent des facilités à me baser sur une liste qui existe déjà ou sur le travail de quelqu'un et de l'ajuster pour qu'il convienne plus à ce que j'ai envie de faire avec un deck. Je sais que, par exemple, toi Croissant, on te file un deck et assez vite, on est capable de déterminer Mm. qu'est-ce qui va pas, comment est-ce qu'on peut l'améliorer, qu'est-ce qu'on veut faire et cetera et cetera. Ça ne nous empêche pas de builder des decks, mais entre builder un deck comme je le fais par exemple pour les chroniques et monter un deck dans une optique compétitive et dans tout le travail de test qui s'accompagne, c'est quelque chose de complètement différent. Ouais, clairement. Je pense qu'il y a un truc à ne à prendre en considération quand on s'entraîne, qui est de ne pas s'arrêter sur un premier avis, une première expérience. Mm. Je dis ça alors que je suis le premier à m'arrêter là-dessus, hein, parce qu'en vrai,
Dès qu'il y a une carte qui me plaît pas, je suis en mode: «Oh nique sa race, vas-y, je peux plus la jouer». Mais Et, j'ai appris justement avec, des forces de tempérance comme l'animal qui m'accompagne actuellement, que, heu, revenir sur un premier avis est pertinent souvent. Alors parfois ça va conforter la vie et parfois ça va aller dans le sens opposé et du coup ça va nous faire découvrir d'autres choses. Et du coup ces points-là, ils fonctionnent autant pour le deck building, donc autant pour des choix que vous auriez faits et qui du coup, bah, on au début, genre on les fait, on est convaincu, on teste, ça marche pas, bah, on peut revenir dessus. Ou alors des choses qu'on essaie de manière, comme ça pour la blague, enfin, genre juste pour essayer. En fait, on se rend compte que ça marche bien ou à l'inverse que ça marche pas, mais peut-être qu'en fait, ça valait le coup de continuer à tester. Autant dans les stratégies qu'on développe pour affronter un deck ou un autre, dans la façon de jouer. Parce que un truc qui est intéressant avec, Flesh& and Blood, c'est que c'est un jeu qui est très compliqué parce que chacune des cartes peut être jouée de plein de manières différentes en ouais. fonction des decks. Alors il y a des decks où ça va être moins vrai que d'autres, mais il va y avoir des decks qui vont vraiment, où chaque carte vraiment, a plusieurs possibilités de façons d'interagir avec son adversaire. Et c'est un truc sur lequel je vais venir et je vais juste lancer le point. C'est, sur Flesh& and Blood, comme un deck est très compliqué à prendre en main, parce qu'ils sont souvent justement très différents en fonction de l'adversaire qu'on affronte. Je vais prendre Dromai par exemple. C'est un deck qui s'adapte énormément à ce qu'est l'adversaire. Du coup, en ce sens-là, quand j'ai commencé à jouer Dromai, j'ai pas appris Dromai. J'ai appris Dromai qui affronte un deck aggro, Dromai qui affronte un deck midrange, Dromai dans le miroir, Dromai qui affronte un gardien, Dromai machin, Dromai bidule, etc. Du coup, ça fait que pour apprendre un deck, bah, en fait, j'ai dû en apprendre 5 ou 6, au moins 5 ou 6 façons de jouer le deck. Et du coup, Flesh and Blood, pour le moment, est un jeu qui récompense les joueurs qui se sont fixés sur un deck et se maintiennent sur ce deck. Et s'entraînent le plus possible sur ce deck. Et c'est pour ça qu'être bien entouré est intéressant. Parce que ça veut dire que si vous avez un groupe qui a une diversité de decks, vous avez une diversité d'expertise sur ces decks-là. Nous, par exemple, grâce à Mohamed, on a un expert Hold'em dans la team. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'apprendre à jouer Hold'em pour affronter un Hold'em de bonne qualité. On lui envoie un message, on s'organise une partie et feu, on teste. Pareil pour des decks aggro, pareil pour des wizards, etc., etc. Et ça aide en tant que joueur pour se développer et s'améliorer, d'avoir des possibilités d'experts sur un deck qu'on puisse affronter de temps en temps. C'est clair que ça revient un peu au point qu'on disait juste avant, d'effectivement avoir cette qualité sur un deck ou sur un type de deck ou sur un personnage dans le groupe de trading que vous formez. Parce que justement, comme tu le dis très bien, en fait, je sais que moi, au moment du Pro Tour Lille puis des nationaux, comme moi je ne les jouais pas puisque j'arbitrais, j'ai fait beaucoup de games d'Islander contre chacun de vous pour vous entraîner au match-up de votre deck contre Islander. Vous avez fait beaucoup de games contre Mohamed pour vous entraîner au match-up contre Holdim, lui pour s'entraîner contre vous sur les match-up Braillard, etc. Et le fait, on avait Paul et toi qui jouiez très bien Braillard, on avait Mohamed sur Holdim qui était très bon, on avait Ariella sur les Ninjas qui était très bon, on avait Paul, l'autre qui jouait à ce moment-là, si je dis pas de bêtises, Qui joue jusqu'au Pro Tour Priest. Lille encore Prism Ouais. qui a dû changer après Mm. et qui du coup, bah, quand il a fait le switch parce que Prism était plus dispo, s'est mis sur Braillard parce que justement, il a pu profiter de toute l'expertise que Paul et toi aviez sur le deck à force de le jouer Ouais. depuis maintenant un certain temps. Et tout ça fait que les switches sont plus faciles, que la qualité de pratique contre ces decks-là est bah, meilleure, parce qu'effectivement, ce n'est pour dénigrer absolument personne, j'ai vraiment pas de nom qui me viennent en tête en disant ça, hein, c'est pas du tout ciblé, mais quand Mohamed est champion de France avec Oldim, c'est probablement à ce moment-là le meilleur joueur d'Oldim en France. Je pense que c'est un peu incontestable. Et donc, l'avoir dans son groupe de train, quand on veut pratiquer un match-up et tester un deck sur comment le deck est censé jouer, qu'est-ce qu'il peut faire, quelles sont ses forces et ses faiblesses face à Oldim, bah, le fait de pouvoir appeler Mohamed et de lui dire est-ce qu'on peut faire quelques parties parce que j'ai envie de tester ça, ça, ça et ça, voir comment ça fonctionne, bah, ça va probablement être de meilleure qualité que si vous alliez contre une personne sur Talishar, par exemple, qui joue Holdim, parce qu'a priori, son niveau sur le deck et son niveau de réflexion sur le match-up sera moindre que celle que vous pouvez avoir avec la personne dans votre groupe de trade.
Donc, je suis totalement d'accord avec toi sur cette qualité et cette expertise que des gens vont avoir sur un héros ou un type de deck. Et moi, je sais que par exemple, bah, enfin, t'appeler toi ou Paul quand je veux tester contre des decks aggro, quand je veux tester des stratégies ou des trucs comme ça, je sais que c'est. Enfin, je vais avoir une pratique de qualité parce que vous maîtrisez ces decks-là, en fait. Et du Mhm. coup, c'est super bien parce que ça fait qu'on n'a pas besoin de se poser la question de est-ce que mon adversaire est en train de faire n'importe quoi? Est-ce que la pratique que j'ai là est de bonne qualité ou pas? Parce que on fait confiance à l'adversaire pour lui faire les bons choix de son côté par rapport au match-up. Et du coup, on peut se focaliser uniquement sur ce que nous, on est en train de faire. Et bah, du coup, ça fait une parfaite transition pour mon point d'après. Et je vais te demander ce que toi, tu penses. Alors, je sais que là-dessus, à nouveau, on a un avis qui est probablement pas tout à fait le même. Mais sur une fois qu'on s'est fixé, comme tu disais, sur un deck, sur le fait d'apprendre un deck. Alors, toi, par exemple, en ce moment, je sais que c'est Dromai. Tu changes un petit peu de liste et tout ça, tu testes différentes choses, mais tu as envie Mhm. d'apprendre Dromai. Moi, je sais que même si j'ai dit que j'allais probablement changer temporairement, c'est Azalea actuellement, où j'apprends beaucoup le deck, les match-ups et tout ça. Selon toi, quelle est la meilleure façon, une fois que tu t'es fixé sur ce deck-là, en tant que joueur en vue d'un événement compétitif, pour s'entraîner dans des match-ups et dire ah bah par exemple, moi croissant, pour la saison de ProQuest prochaine, je vais jouer Azalea. Parce que j'estime que dans la future méta, ça va être un bon choix, etc. Blablabla. Euh, Comment je fais pour m'entraîner de la meilleure façon avec Azalea contre Holdim, contre Dash, contre Braillard, contre machin? Est-ce qu'il y a des techniques, selon toi, à la table pour améliorer la qualité de la game? Est-ce que c'est juste jouer des games et avoir le plus de pratique possible? Est-ce que tu as peut-être des tips ou des choses comme ça à donner à nos, Alors, nos viewers adorés? si par exemple je prends la façon que j'ai d'aborder un deck et de m'entraîner dessus, la première étape, ça va être de profiter de tout mon temps libre pour consommer un maximum de contenu sur le héros en question. Par exemple, sur Dromai, régulièrement, j'ouvre YouTube et je regarde les dernières decklists en date ou du gameplay quand il est à peu près lisible et qu'on comprend ce qui se passe. Euh, Ce qui est intéressant avec le fait de consommer autant de contenu, de regarder autant de vidéos, etc., c'est que vous allez peut-être avoir des points de vue, des façons de jouer, des façons d'aborder le héros qui vont euh, vous apporter quelque chose et allumer en vous une pointe de curiosité. Parce que quand on commence à prendre un héros en main et qu'on a appris comment est-ce qu'il fonctionne, le plus important, ça va souvent être de parfaire sa maîtrise en fonction de son adversaire. Du coup, si par exemple je joue Dromai, qu'au fil de mes recherches, j'ai bien compris que Dromai contre Holdim, par exemple, c'était un match-up qui était, euh, en théorie, avantageux pour Dromai. Mais que je me sens pas bien parce que tous les Holdim que j'ai affrontés avaient tendance à me taper trop fort, par exemple. La première chose que je vais faire déjà, ça va être de me poser pour essayer de définir une stratégie, d'établir des théories en fait, de me dire, ok, est-ce que je peux gagner comme ça? Est-ce que je peux gagner comme ci? Quelles sont les cartes qui sont importantes pour aboutir au résultat que je souhaite obtenir? Et comment est-ce que je fais pour atteindre cet objectif-là? Ça veut dire que quand je vais commencer ma partie contre Dim, je vais pas la commencer à l'aveugle en mode bah, je vais jouer et puis on verra bien ce qui va se passer. Non, je vais commencer la partie en me disant ok, je veux faire ça pendant cette partie. On va profiter de cette partie pour le tester. Idéalement, quand vous avez une théorie que vous voulez la tester, par exemple, je prends genre Dromai Holdim, le mieux, ça va être de tester cette théorie 2 ou 3 fois, d'essayer d'en tirer des conclusions, puis de tester la même théorie mais avec une autre situation. Par exemple, imaginons, on a testé la théorie quand Dromai commence, du coup on va tester la même théorie quand Holdim commence. On va tester la théorie quand Holdim a un équipement qui change ou ce genre de choses, enfin, pour voir comment est-ce qu'on peut s'adapter. Euh, un exercice que je trouve vachement intéressant pour heu, comment dire? Améliorer la qualité d'un affrontement qu'on a avec un adversaire, c'est échanger de siège. Je l'ai fait une fois et c'était super stylé. Genre, en gros, c'est Mohamed jouait contre Braillard. À un moment, il est parti aux toilettes. J'ai pris sa place. Du coup, j'ai joué Holdim contre Braillard. Et en fait, tu comprends des choses quand tu fais ça parce que tu vois l'autre point de vue. Du coup, tu comprends qu'est-ce qui est désagréable pour ton adversaire quand tu joues Braillard, mais tu comprends aussi comment est-ce que le hold'em va jouer contre Braillard. Qu'est-ce qu'il va vouloir conserver, quelles sont les cartes qu'il va prioriser, etc., etc. L'intérêt d'échanger de siège, c'est que ça permet aussi à l'autre joueur d'avoir un regard différent sur la façon qu'on a de jouer notre propre deck. Du coup, c'est très intéressant à faire. Et ensuite, je pense que un des
un des éléments qui, à mon avis, est très important quand on affronte un deck, c'est d'avoir la possibilité de revenir sur ce qu'on a fait. Donc, ça peut passer par simplement l'observation d'un autre joueur qui était à côté de la table, qui a observé et qui, du coup, à la fin, bah, on en discute avec l'adversaire, avec l'autre joueur, etc., etc. Si on en a la possibilité, d'avoir enregistré la partie, si on l'a jouée en ligne, par exemple, pour la re-regarder et en discuter. De manière générale, je pense que quand on veut affronter un adversaire et quand on veut s'entraîner contre un deck, rassembler des, comment dire? Rassembler des expériences, en fait, a plus de valeur que, la pratique en soi. Parce qu'en fait, la pratique ne va que mettre en lumière des théories que vous auriez, tirées d'expérience. Mais en fait, si vous n'avez pas d'expérience, c'est-à-dire de matériel sur lequel se baser, ça va être très difficile, du coup, d'avoir un objectif, d'essayer de s'y tenir, d'aller dans ce sens-là, et cetera, et cetera. Alors, moi, je suis totalement d'accord. Euh, pour le coup, je vais peut-être ajouter un peu d'éléments après, mais j'avoue que je pense que c'est important quand même de faire un certain nombre de games parce que ça Oui, bien permet sûr, d'acquérir quand même des automatismes, etc. évidemment. Là-dessus, on va être d'accord, évidemment, hein. Mais je suis d'accord avec toi que pour moi, là où c'est le plus intéressant, c'est quand ces games-là sont faites avec, comme tu dis, des théories à tester. C'est-à-dire que, à partir du principe, par exemple, que dans le match-up Oldhim Dromai, la théorie qu'on va faire, c'est la théorie que la condition de victoire pour Oldhim, c'est de fatiguer Dromai. Bon, ok. À base de popper, de beaucoup défendre, etc. On va maintenant considérer que la théorie pour Dromai, si Oldhim veut nous fatiguer, c'est de jouer pour build-up des compteurs sur Ghostly Touch et pour setup Passing Mirage ou Semblance dans notre pitch stack et attaquer une ou deux fois avec Ghostly Touch sans fantasme pour clôturer la partie. Et une fois qu'on a cette théorie-là, qui est très basique au final, hein, tu vois, c'est vraiment pas très Oui. compliqué à aller chercher, c'est pas un truc hyper Il y a détaillé sur rarement 35 besoin tours, de etc. Rarement besoin Ouais, d'établir des plans sur la comète en vrai pour une oui, stratégie. clairement. Souvent, la déterminer et s'y tenir et voir quels sont Mm, les petits écarts qu'on y fait, autant en fonction de ce que l'adversaire fait que en fonction de comment est-ce que nous on veut s'adapter à une partie, ça suffit en vrai. mm. Et du coup, donc, une fois qu'on a cette théorie-là, par exemple, on va faire le match-up, donc avec Oldhim d'un côté et Dromai de l'autre, et on va jouer donc le Oldhim, même si à certains moments on va considérer que c'est peut-être pas la meilleure façon de jouer la partie, etc., Mhm. va commit sur ce fait de jouer pour fatigue. Et Dromai, de son côté, va commit sur jouer pour setup, sa ghostly touch, etc. Et après la game, on va effectivement en tirer des conclusions de ah bah à ce moment-là, on aurait pu pivoter sur tel autre plan de jeu parce qu'il y a eu tel fait de jeu, parce qu'il y a eu telle main qui a été piochée, parce qu'il y a eu tel élément. Et là où je rejoins encore une fois PDQ, c'est que plus il y a de gens qui participent à cette partie, en tant que joueur, en tant qu'observateur, tout en. Enfin, il faut évidemment que ce soit des gens qui comprennent un minimum le match-up et ce qui se passe, mais si c'est le cas, ça va être des gens qui vont pouvoir apporter leur expérience et leur expertise de ah bah oui, effectivement, moi je pense, en ayant connaissance des deux mains, que à tel moment, tu aurais pu switcher de plan de jeu parce qu'il y a eu tel fait de jeu, et donc à ce moment-là, tu aurais pu switcher de stratégie, et ça aurait été meilleur pour toi et pour le match-up de jouer comme ça à partir du moment où telle chose arrive. Et Mm. je pense que du coup, c'est hyper intéressant d'avoir des gens qui, un, maîtrisent leur deck et qui testent une théorie sur un match-up donné à un instant T, mais d'avoir aussi des gens qui permettent d'apporter un œil et un regard extérieur qui permet de voir d'autres lignes de play, qui permettent de voir d'autres informations. Je sais que par exemple, moi, un des exercices que j'adore faire, même sur des decks que je joue pas, c'est quand vous faites des games sur Talishar, parce que moi je joue très très peu sur Talishar, je suis très mauvais en online, mais je sais que vous, notamment Paul par exemple, fait pas mal de games dessus. Moi, ce que j'adore faire, c'est aller avec lui en vocal quand il en fait, ou avec une autre personne de mon groupe de train, regarder la game et commenter sur des lignes de play. Et ça arrive très très souvent que je vois des lignes de play supplémentaires à la personne qui joue. Et ça ne veut Mm. pas dire que mes lignes de play sont meilleures, ça ne veut pas dire que Ouais. c'est celles qu'il faut prendre du tout, hein. Je ne suis pas en train de dire oh je suis meilleur qu'eux, je suis trop fort, c'est pas du tout ça. Mais c'est que le fait d'avoir un regard extérieur, de ne pas être la personne qui tient les cartes ou qui tient la souris, le clavier, etc. Et du coup de pouvoir faire attention à d'autres choses, de pouvoir mieux faire attention à ce que l'adversaire pitch, à ce que l'adversaire potentiellement révèle quand il fuse et du coup Arsenal, à tout ça, ça permet de voir peut-être d'autres choses et de voir des façon différente de jouer une main ou de jouer un play. Et le fait de voir une deuxième option, voir une troisième option,
Ça ne veut pas dire que ces options-là vont être meilleures que l'option initiale qui avait été vue par le joueur. Ça veut juste dire que du coup, ça permet d'en discuter et d'ouvrir une discussion entre les deux, de dire ah bah c'est vrai que moi, mon option numéro 1, ça permettait de faire ça et ça, de présenter tant de dégâts, d'Arsenal telle carte. Mais toi, ton option 2, ça fait un peu moins de dégâts, mais ça Arsenal une meilleure carte, ou ça garde un Arsenal alors que dans l'option 1, on n'avait pas d'Arsenal, etc. Et du coup, ça permet de discuter de ok, est-ce qu'à ce timing de la game, c'est mieux de rentrer 2 points de dégâts de plus ou d'avoir un Arsenal? Et c'est toutes ces questions-là qui vont permettre de mieux pouvoir considérer les stratégies gagnantes dans un match-up. Parce que par exemple, il y a des match-ups où la bonne réponse, on va voir en fait sur une dizaine de games, ou une vingtaine de games, ou une trentaine de games, la bonne réponse, ça va être qu'il faut toujours, ou presque toujours, push les dégâts. Et donc on saura quand on va jouer cette partie en tournoi et ce match-up-là en tournoi, que si on a l'option de garder un Arsenal ou de mettre 2 ou 3 dégâts en plus, on va préférer mettre les dégâts en plus. Parce que dans nos testings, c'est cette option-là qu'on voyait qui fonctionnait le mieux. À l'inverse, il y a d'autres match-ups où ce sera de garder un Arsenal, etc. Et du coup, ça rejoint encore une fois ce qu'on dit sur le fait d'être bien entouré et d'avoir des gens qui peuvent avoir ce regard extérieur, etc. Et je pense que moi, j'ajouterais même un truc que toi, tu n'as pas dit, Pilipou, parce que tu aimes moins faire ça, mais que moi, j'aime beaucoup faire, et qui va un peu avec le fait de changer de siège, comme tu as dit, c'est des fois même de faire des parties où on est à main ouverte. Et moi, j'aime beaucoup faire ça quand je m'entraîne sur un match-up, c'est de jouer en montrant ma main à mon adversaire et en voyant la main de mon adversaire aussi. Parce que du coup, en fait, ça va faire que on va chercher en ayant toutes les informations autour de la table le meilleur play possible. Et ça va permettre aussi du coup de voir des patterns de jeu et de voir que bah, quand un joueur Dromai bloque avec tel type de carte, genre bloque avec un dragon par exemple, en général, ça peut dire des choses sur le reste de sa main ou sur sa stratégie dans le match-up. À l'inverse, si on le voit plutôt bloqué d'abord avec ses bleus, ça peut dire quelque chose aussi. Et du coup, de voir les mains adverses et de voir les choix qui sont faits avec, en voyant toute la main complète, ça permet de mieux identifier ces patterns de jeu, je trouve. Et moi, je sais que c'est quelque chose qui fonctionne bien pour moi. Et ça permet, comme tu disais, un peu de, quand on échange de siège, de voir ce qui, dans un match-up, va fonctionner ou pas, de voir ce qui va être embêtant ou pas. Parce que quand on joue un match-up d'un côté, on sait un peu ce qui nous embête. Parce qu'on voit bien, quand on est un joueur aggro et qu'on se fait ice react par Holdim, bah c'est embêtant. Quand ceci ou cela arrive, c'est embêtant. Mais en jouant Holdim contre Braillard, c'est là où on voit le mieux. Ah bah oui, en fait, sur ce timing, la ice react est mauvaise ou elle est très bonne parce qu'elle est arrivée à tel endroit, parce qu'elle est arrivée à tel moment. Et du coup, quand on revient sur Braillard, on peut développer des patterns de jeu qui ne donnent pas autant de value à l'ice react. Parce qu'on l'a vu de l'autre côté, quand est-ce qu'elle était la meilleure. Et du coup, on évite de tomber dans les situations où on donne le plus de value au counterplay adverse. Et ça, pour moi, c'est vraiment faisable presque que en jouant de l'autre côté du match-up, ou à minima en ayant quelqu'un de l'autre côté de la table qui est très bon sur son deck et sur son match-up et qui peut nous l'expliquer et nous donner ces informations-là. Mmh. Ouais, je suis d'accord. Mais tu vois, tous les conseils qu'on donne sont essentiellement liés au fait d'être bien entouré. Ouais, je suis d'accord. Je pense aussi que, si par exemple on pense aux personnes qui n'ont pas la chance d'être aussi bien entourées qu'on peut l'être, en région parisienne par exemple, je sais que d'un point de vue de l'entraînement très solitaire, je joue pas mal sur Talichar parce que je trouve que la plateforme est de très bonne qualité et je pense que la plus grosse amélioration qu'ils ont apportée à la plateforme dernièrement, c'est la possibilité d'enregistrer les parties qu'on a jouées et de pouvoir consulter le replay a posteriori. Parce que si vous n'avez pas la chance d'avoir un autre joueur qui peut vous donner votre avis sur la game que vous venez de jouer, re Ouais. re-regarder, enfin refaire en fait une game qu'on a déjà jouée, c'est énorme. Je l'avais fait une Mm. fois avec, Night Crash parce que, Ouais. il m'avait proposé de commenter, la finale d'un skirmish que j'avais joué avec Kano et en regardant la finale, j'ai compris énormément de choses. En fait, genre, j'ai compris que j'aurais pu jouer d'une certaine manière, et que j'avais fait autrement. J'ai vu des lignes de play que j'avais pas besoin de faire, mais que j'ai fait quand même, du coup j'ai pris des risques, enfin et Mm. le fait de re-regarder une partie qu'on a fait, qu'on estime intéressante, ça peut donner pas mal de clés de compréhension, sur la façon dont on joue, qu'est-ce qu'on pourrait peut-être améliorer, est-ce qu'il y a des choses qu'on n'avait pas compris, et cetera, et cetera. Qu'est-ce qui a fonctionné Hem, dans le match-up, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, exactement. qu'est-ce qui a fait qu'on a gagné ou perdu, etc. C'est, enfin, comme tu dis, en fait, le fait d'avoir un deuxième regard, que ce soit le nôtre a posteriori ou que ce soit celui d'une personne différente sur le moment, ça aide énormément parce que ça voit des choses qu'on ne voit pas de fait quand on est dans la game, parce que
on pense à tellement de choses quand on joue une partie, qu'il y a des On choses en qu'on oublie rate. beaucoup. On C'est oublie c'est c'est énormément de humain, en choses. fait. Ouais. Il y a des choses qu'on rate, il y a des options de nos propres mains qu'on ne voit pas, il y a des plaies qu'on ne voit pas, des choses qu'on et c'est hyper dur d'avoir conscience de tout. Et du coup, quand on a la moitié en moins à se rappeler, bah, c'est plus facile de voir l'autre moitié. Et du coup, une Clairement. personne extérieure à la game, que ce soit nous a posteriori ou pas, c'est vraiment, vraiment, vraiment hyper bénéfique, je suis d'accord. Et après, de toute manière, il y a quelque chose qui est assez important, c'est, quand bien même on discuterait sur les façons qu'on pourrait avoir d'optimiser les parties qu'on a l'occasion de jouer, il faut pas oublier que la meilleure façon de s'améliorer, ça reste de jouer, de Mmh, pratiquer de manière générale, d'avoir la possibilité idéalement régulière de jouer le plus possible contre des adversaires idéalement de bonne qualité. Mais par exemple, bah, les joueurs parisiens, on va pas se mentir, on a énormément de chance parce qu'on a littéralement 5 occasions par semaine de taper le ouais, carton, en fait. Ça joue beaucoup parce des fois que, 6. ouais, des fois 6 si vraiment, ça tire, mais jouer le plus possible, en fait, c'est ce qui va permettre à un joueur de s'améliorer, mais avant tout, surtout sur Flesh and Blood, je trouve, de prendre des automatismes. Par Mmh, exemple, sur Braillard, on ne peut commencer à réfléchir à la façon d'affronter Holdim que quand on estime qu'on a acquis suffisamment bien les automatismes pour jouer le deck de manière générale. C'est-à-dire que je j'ai pas commencé à réfléchir à comment je bats Holdim, avec Braillard, avant de savoir comment est-ce que je joue mon deck le mieux possible. mmh, Et il y a que en pratiquant que les automatismes vont rentrer, que vous allez aller plus vite à percevoir quelque chose et donc en ce sens-là, à être, à rendre le jeu moins fatigant. Parce qu'il faut pas oublier, il y a un facteur dans une partie de Flesh and Blood qui est, la pression, enfin la fatigue, le fait que le tournoi avance et cetera, et cetera, et cetera. Ça peut être énormément de choses qui vont parasiter votre capacité à vous mmh, concentrer. Du coup, on peut travailler sur cette capacité à se concentrer là avec d'autres choses. Je sais qu'il y a des gens, par exemple, pour les, comment dire? Les professionnels, enfin les personnes extrêmement investies dans les jeux compétitifs quels qu'ils soient, le jeu vidéo, les jeux de cartes, le poker, peu importe, qui, font de la méditation ou, s'organisent du temps pour se poser, pratiquer, enfin vraiment améliorer la mmh, capacité qu'ont leur cerveau tout simplement à se concentrer. Mais si vous n'avez pas cette possibilité-là et que vous souhaitez quand même jouer, ce qui est normal, avoir des automatismes sur un deck, en fait pouvoir laisser une partie de son cerveau faire le travail à sa place ouais, et pouvoir se concentrer sur d'autres choses. Moi, je sais que c'est quelque chose, j'ai besoin de pratiquer pour acquérir ce sentiment-là. Genre, j'ai besoin d'avoir fait plein de parties pour ne plus avoir à réfléchir à dans quel ordre je dois jouer mes cartes. mmh, Mais juste être en mode, ok, si je joue les cartes dans tel ordre, ça fait tel résultat, si je joue dans tel ordre, ça fait tel résultat, et du coup réfléchir à lequel de ces résultats est le plus pertinent. Et mmh, c'est pour ça que si vous avez l'occasion de jouer, de pratiquer sans limite de temps, se poser, vraiment prendre le temps de réfléchir, de se dire: «OK, quelle est la meilleure main? Comment est-ce que je fais pour la jouer? Qu'est-ce qui est le plus intéressant? Que va faire mon adversaire? Comment je m'adapte?» et mmh. cetera, et cetera. Se poser des questions de manière générale, à mon avis, est ce qui est le plus bénéfique dans le jeu de tous les jours, en tournoi ou peu importe en fait. Je pense effectivement pour essayer de résumer un peu, tout ce qu'on a dit et de faire peut-être un ou 2 petits disclaimers en plus. Je pense qu'effectivement le 1er conseil qu'on a donné et qu'on a redonné, je pense tout au long de cet épisode globalement, c'est si vous en avez l'opportunité, créez un groupe de pratique, créez un groupe de train, heu, Aller au faites tournoi. en sorte d'avoir des gens, que ce soit dans votre local, des amis à vous que vous ramenez sur le jeu, des gens en qui vous avez confiance dans la qualité de jeu et dans la qualité éventuellement aussi de théorie crafting et de deck building et d'idées. Euh, et prenez ces gens-là et faites-vous des sessions où vous discutez du jeu, où vous jouez, parce que ça va être pour moi la première étape pour vous améliorer, parce que vous allez gagner énormément à avoir cette plus-value d'être plusieurs. Mmh. Euh, par rapport à tout ce qu'on a pu vous dire sur le fait d'avoir des gens qui regardent les parties, d'avoir des gens qui maîtrisent plusieurs decks, etc. La deuxième chose, je pense, qui est assez importante, c'est, comme l'a rappelé Pilipula, que en dehors de tous les exemples qu'on ait pu donner, de toutes les façons de fonctionner qu'on ait pu décrire, et même si je sais que j'ai dit au début de cette vidéo que jouer beaucoup de parties n'était pas forcément le plus pertinent tout le temps et n'était pas forcément suffisant, ça reste quand même important pour acquérir des automatismes et ça reste quand même
Dans le cas où vous n'avez pas forcément l'occasion de faire beaucoup plus que juste jouer, ça reste quand même quelque chose qui va vous faire vous améliorer et vous faire progresser. C'est-à-dire que entre jouer 10 parties par semaine ou n'en jouer que 3, si c'est des parties de même qualité, le fait de jouer 10 parties vous fera plus progresser que le fait d'en jouer 3. Ça, c'est évident. Euh, Autre chose, on en a parlé un petit peu aussi, mais c'est effectivement de quand vous jouez, vous posez des questions, posez des théories avant vos parties, euh, faites attention à certaines choses, certains axes de réflexion, euh, certaines qualités de play, on va dire, certains impacts de cartes, ce genre de choses, lorsque vous jouez la partie. Euh, comme l'a dit PDPU, effectivement, si vous allez dans un match-up que vous, maintenant vous avez vos automatismes, vous avez joué un certain nombre de parties avec votre deck, vous avez vos automatismes. Si vous allez dans un match-up en ayant vos automatismes, mais sans savoir comment vous voulez jouer le match-up, la qualité de cette partie et de ce que vous allez pouvoir en retirer va être bien moindre. Si vous ne savez pas vraiment quel est votre plan de jeu et ce que vous avez envie de faire, vous ne pourrez pas après la partie vous dire est-ce que j'ai réussi à le faire ou pas. Donc essayez tout le temps, surtout sur les games en armory ou en on-demand ou entre potes, d'avoir en tête, ok, dans ce match-up-là, a priori, mes win conditions, c'est ça. Donc j'ai envie de jouer pour setup telle chose ou pour faire telle chose. Et à la fin de la game, que vous ayez gagné ou perdu, demandez-vous si vous avez réussi effectivement à faire ce que vous vouliez. Si vous n'avez pas réussi, pourquoi? Est-ce que l'adversaire vous en a empêché parce qu'il vous a mis trop de pression? Est-ce que l'adversaire vous en a empêché parce qu'il vous a disrupt? Est-ce que vous n'avez pas réussi à assez bien le faire parce que vous avez pris des décisions qui étaient de ne pas Arsenal là où vous auriez dû Arsenal, etc. Et c'est ça qui va vous permettre à la partie d'après ou aux parties d'après de ne pas reproduire les mêmes erreurs et de mieux appliquer votre plan de jeu. Et enfin, la dernière chose que je voudrais dire, et je pense que Philippe, tu seras d'accord avec moi, parce que c'est aussi une des choses que tu as rappelé sur le fait de s'amuser, c'est que évidemment, là, cet épisode et la conversation qu'on a eue dans ce main topic, ça s'adresse plutôt à des joueurs qui sont plus tournés vers le compétitif, évidemment. Et ce n'est pas nécessaire de le faire pour pouvoir jouer et apprécier le jeu et apprécier les games, que ce soit en armory, en ProQuest, voire même à un niveau au-dessus. Si vous voulez avoir le plus de chances de performer, c'est des conseils qui nous paraissent pertinents, qu'on applique nous-mêmes dans notre groupe de train et dans nos préparations pour les tournois. Mais ce n'est absolument pas une vérité absolue, ce n'est absolument pas quelque chose qu'il est obligatoire ou nécessaire de faire en tant que joueur du tout. Et comme l'a très bien dit Hugo, un des objectifs premiers pour tous les gens pour qui c'est un loisir reste de s'amuser et de prendre du plaisir quand vous êtes à la table, quand vous jouez au jeu. Et donc, si à un moment donné, vous mettez trop de pression dans la recherche du résultat, dans la recherche du compétitif, dans le fait de s'entraîner, entre guillemets, de la bonne manière, vous fait perdre cet aspect fun de votre loisir, bah pour le coup, c'est dommage, c'est qu'il y a peut-être un souci et peut-être faut revoir aussi un petit peu le fonctionnement des choses, parce que ça reste hyper important juste de kiffer, en fait. Mmh. Et je voudrais rajouter une dernière chose parce que, Fashion Mode est un jeu qui est assez nouveau, qui du coup a une scène compétitive qui n'existe pas vraiment ou qui est encore, Mm. balbutiante. Il y a des mastodontes de TCG et d'autres occasions qu'ont eu des êtres humains de développer leur aspect compétitif et l'entraînement et cetera et cetera. Si vraiment l'entraînement compétitif à son plus haut niveau vous intéresse, il ne faut pas hésiter, par exemple, à se rapprocher des façons qu'ont eu les joueurs de Magic de s'entraîner, puisque bah, c'est un excellent exemple de Mm. TCG qui a de l'histoire, du vécu et donc de l'expérience. On peut aussi énormément Yes. s'inspirer de la façon qu'ont les gens de s'entraîner pour jouer aux jeux vidéo, tout simplement, dans Mm. le fait de regarder ses replays, de revenir dessus, de s'entraîner en équipe, etc., etc. On peut De aussi théorie revenir faire sur des la choses. façon qu'ont les joueurs de s'entraîner aux échecs, parce qu'en fait, de manière générale, les conseils qu'on a donnés là s'appliquent à Flesh and Blood parce qu'on parle de Flesh and Blood. Mais les conseils qu'on donne, ils vont être tirés de notre expérience, mais aussi de ce qu'on a entendu. Enfin, personnellement, c'est de ce que j'ai Mm. entendu, de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai lu sur l'entraînement compétitif, la compétitivité dans un C'est jeu, etc., etc. Et, heu, et donc en fait, on vous a donné des clés de compréhension, mais en vrai, si ça vous intéresse, il y a des gens qui ont bien plus d'expérience que nous, bien plus de ressources, bien plus de choses à vous apprendre sur, cet aspect très
comment dire? Qui est Mmh. très intéressant, mais qui est aussi très profond, de l'entraînement pour un TCG, s'entraîner pour un tournoi, tous les aspects de l'entraînement, que ce soit le deck building, que ce soit la pratique, que ce soit la préparation mentale, et cetera, et cetera. Il y a plein de choses à apprendre et en vrai, c'est très cool Mmh. et Ouais, heu et nous, il y a on plein de s'amuse bien, ressources. Regardez mais des je suis sûr que vidéos, ma lisez famille des articles, ouais, il y clairement. a En franchement, vrai le en vrai, but je sais que je me ah suis vas-y, beaucoup amélioré en consommant énormément de contenu. Genre, ouais, prendre le temps d'écouter des podcasts, de regarder mmh, des de vidéos. regarder des vidéos et tout, ouais, Je je suis d'accord. considère que parler avec des potes d'un deck, c'est du contenu. Parce que Mmh, c'est produire quelque chose et pas juste être, observateur. Heu, mmh, en fait, des choses qui vont vous faire réfléchir et vous questionner sur ce que vous voulez faire avec un deck, avec des bouts de carton. Bah, je pense que c'est, une excellente façon de s'entraîner et de s'améliorer de manière générale. mmh. Je pense que et ce sera, mon mot de la fin, mais Ah je ouais. pense qu'effectivement, comme on a dit, déjà plusieurs fois, je pense, dans ce podcast, sur cette chaîne, heu, on ne se revendique pas du tout expert en quelque matière que ce soit. On est comme vous, on est des joueurs, on kiffe le jeu, on y joue de manière, régulière, on y joue en essayant, de s'améliorer et d'être un minimum performant et on n'y joue pas pour perdre nos parties, mais on reste des joueurs avant tout. Et l'idée, ce qui vraiment a fait le fondement de notre projet Tour Zéro au départ, avec les trois Gus qui m'accompagnent, c'était vraiment de pouvoir échanger entre nous sur des sujets qui allaient créer peut-être des pistes de réflexion, des espaces de discussion ou de débat pour le reste de la communauté à qui ça pourrait, enfin, qui pourrait être intéressé par ça. Et là, encore une fois, en fait, cet épisode n'en change rien. C'est pas parce qu'on vous a parlé principalement des pratiques que PDPio et moi avons avec notre groupe de train ou de ce qu'on pense bien et pertinent et efficace quand on veut s'entraîner que c'est tout ce qui existe, qu'on détient la vérité absolue et qu'il n'y a rien d'autre qui peut se faire. Et donc, l'idée, c'est surtout de vous amener, si vous le souhaitez et si ça vous intéresse, à vous-même réfléchir sur comment vous pouvez vous entraîner, qu'est-ce qui pourrait le mieux marcher pour vous, qu'est-ce qui pourrait fonctionner et qu'est-ce qui pourrait faire que vous vous améliorez. Par contre, là où on peut se revendiquer expert quand même, c'est sur les decklists nuls Ah que oui. PDQ vous Alors, présente chaque je sais pas semaine. si elle est si nulle que ça en vrai. En vrai, je l'ai pas regardé celle de cette semaine encore. Donc, enfin, Ah je sais quel bah, héros c'est, mais et j'ai peur ouais. de savoir ce qu'il y a dedans vu le titre du deck. Non mais Mais t'inquiète. on va voir. T'inquiète. Mais du coup, on va effectivement passer à la petite deck tech de cette semaine, qui Mmh. s'appelle effectivement T'as pas de popper. Alors, Non, pour un tu tout pas petit trop rappel, peur. parce que je crois qu'on nous avait déjà posé la question à un moment où c'était peut-être à une armory. Popper, c'est un terme qu'on utilise dans le jeu pour parler des attaques non illusionnistes qui ont 6 de puissance ou plus de base et qui, quand elles sont utilisées pour défendre une attaque qui possède le mot-clé fantasme, c'est-à-dire dans les listes illusionnistes à l'heure actuelle, il n'y a que cette classe-là qui a des attaques avec fantasme, comme ce Mmh. magnifique Herald of Ravages pour ceux qui sont sur YouTube, euh, vont être pop, d'où le nom de popper, parce que ces attaques-là en fait vont être détruites sans se résoudre à cause du fait que c'est des illusions et on reste dans le lore. En fait, c'est des illusions, donc elles sont plus puissantes que les autres, mais quand elles ont un truc un peu trop fort et trop réel devant elles, bah elles s'enfuient. Voilà. Mais du Du coup, là, coup c'est une liste qui joue sur le fait qu'il n'y ait pas de popper en face. ah ouais, Donc, pas alors, d'attaque à 6+. si On vous espère. voulez jouer cette liste, il faut alors soit être sûr qu'il y a ni gardien ni brute dans votre méta, soit Ouais. les éviter avec beaucoup de talent. Parce que je pense sincèrement que cette liste a des difficultés contre une liste qui a pas mal de poppers. Tu Ça n'est pas penses? une liste Moi, je la regarde, ouais, je suis sûr. Hein. Je pense pas, ouais, je suis ouais, non, mais sûr. tu Hein. sûr. Non, mais il y a Tu 2-3 gagnes jamais. Genre. il y a 2-3 trucs qui sont faits pour essayer de tourner autour, mais globalement, c'est la galère. Alors, si on considère qu'il n'y a ni gardien ni brute dans votre méta, c'est probablement un des decks qui tape le plus fort du jeu, parce qu'il a un potentiel de high roll et de patate qui est assez phénoménal. Le principe du deck, qui n'est pas original, soyons honnêtes, c'est d'être comme Prism à l'époque où ça faisait du high roll et ça faisait n'importe quoi. Les deux cartes clés du deck, c'est Tome of Divinity et Herald of Erudition, qui piochent beaucoup de cartes
Et alors, ce qui est formidable avec Prism, c'est que comme on joue Luminaris, qui est une des meilleures armes du jeu, nos cartes ont go again. Point. Genre, il n'y a pas de condition. C'est nos cartes ont go again. Point. Parce qu'on a des jaunes et qu'on va les utiliser pour payer. Du coup, pour jouer des Tome of Divinity, pour jouer des Herald of Erudition, etc., on va avoir des jaunes, plein de Herald, Vestige of Sol, qui va vous permettre, si vous avez chargé, de faire une ressource de plus à chaque Alors, fois que vous pitchez une carte light. je me permets, c'est Alors, pas c'est pas chargé. chargé, c'est C'est mis une une carte carte dans et sa aller soul. dans la, Ouais. dans la soul. Parce que Ce la chargé est un mécanique est à mot-clé peu près propre à pareille. Boltyn actuel. Ouais, bon. En gros, si vous avez utilisé Halo of Illumination, le casque, que vous avez un Herald qui a touché ce tour-ci, Vestige of Sol fait plein de ressources, et à ce moment-là, vous pitchez une bleue light, et c'est la fête, vous avez plein de ressources, vous pouvez faire n'importe quoi. Une jaune, ça fait 3 ressources, enfin, c'est formidable. On a Phantasmal Footsteps pour récupérer son point d'action si l'adversaire a la mauvaise idée de jouer au moins un popper. Et sinon, parce que ça bloque, et que c'est bien. Et parce qu'il ne faut pas oublier que même si... C'est-à-dire que si vous affrontez un gardien ou une brute, ça va être très compliqué de gagner parce qu'il y a beaucoup de poppers. Si vous affrontez n'importe quel autre deck du jeu, il peut y avoir un ou deux poppers qui traînent par-ci par-là. Et dans ces cas-là, c'est cool d'avoir Phantasmal Footsteps. De manière générale, le deck, il veut pitcher une jaune pour attaquer avec soit une attaque qui coûte 2, soit une attaque qui coûte 1. Donc vous avez les classiques, tous les Wartune Herald parce que c'est une excellente carte, Miraging Metamorph parce que c'est d'une 1 pour 7 et c'est formidable, la nouvelle Phantasmal Symbiosis qui est une 1 pour 6 et qui a la délicate subtilité de pouvoir nommer les poppers de l'adversaire quand ils sont encore dans sa main. Si vous avez un troisième œil et une espèce de préscience de l'univers, tout ça, vous pouvez savoir quel popper il y a dans la main et dire, quand vous la jouez, tu comptais défendre avec un Command and Conquer, ton Command and Conquer est une attaque illusionniste, donc elle ne pop plus ma carte. J'adorerais le faire un jour, je ne l'ai pas encore fait, mais vraiment je rêve de nommer une carte avec, et que ce soit la carte avec laquelle l'adversaire voulait défendre. Genre, si ça m'arrive, je serais heureux. Vous Et savez autour de comment ça, rendre Pilipio heureux à votre ah prochain amour. ouais. Autour de Voilà. ça, vous avez le package classique des Herald avec tous les meilleurs, Herald of Erudition, Ravage qui est excellent parce qu'il va permettre de faire un Spectral Shield avec lequel vous pouvez attaquer, mais qui en plus vous C'est défend d'un protection. point de dégâts. Non, c'est protection, presque. Ravage, il met un Euh, dégât d'arcane. mais parce que protection, il fait n'importe quoi aussi, il défonce tout. Donc protection qui est trop bien. Vous avez Herald of Triumph qui peut compenser le défaut du deck qui sont les poppers parce que vous réduisez l'attaque, donc en fait une attaque à 6 passe à 5, donc elle pop plus rien, donc c'est formidable. On a Suraya, parce que je pense que Suraya, c'est T en blitz. Genre, il y a trop de stats sur cette carte pour que ce soit pas bon. Et en plus, faire un Spectral Shield, c'est pas très compliqué. C'est qu'en fait, vous avez des cartes dans votre soul parce que vous attaquez avec des Herald. Il y en a forcément un ou deux qui vont toucher à un moment. Donc en fait, faire un Spectral Shield quand on en a besoin, c'est pas très compliqué. On a quelques auras parce que c'est un excellent support pour le plan de jeu Herald avec Passing Mirage, Pierce Reality, et c'est tout. C'est déjà pas mal. On a un Pummel parce que c'est cool, Pummel. Parce que mettre un Pummel sur un Herald of Erudition, c'est. C'est stylé. Voilà. Et sinon, c'est un deck assez classique, mais qui, à mon avis. Fantasmaclasme aussi, ça, c'est une de mes cartes préférées. Il y a marqué 3, tape à 9 et enlève un popper de la main de l'adversaire. Formidable. Voilà. C'est. Ouais. En vrai, le deck n'est C'est. pas très original, mais il y a moyen de beaucoup s'amuser avec si vous n'affrontez ni gardien ni brute. Genre, ça tape très fort et c'est Ouais. très très marrant. Si vous aimez bien jouer assez agressif, garder une grande majorité de votre main pour taper plus fort que l'adversaire, c'est Ah vraiment ouais. un deck pour vous, surtout si vous manquez de gardien et de brut dans votre méta. Parce que je pense que si tu roll ne serait-ce qu'un tout petit peu avec un tome ou un Herald of Reddition, tu bats la plupart des decks aggro avec ce Oui, genre de oui, il liste. y a rien qui Parce que revienne. Et juste tu genre, bats plus souvent ça vite en fait. s'enchaîne en plus. Souvent Enfin, ça s'enchaîne parce que un Tome of Divinity fait en piocher un pioche Herald un of autre et en Erudition, pioche. qui Ouais, fait ouais. piocher un Tome of Divinity, qui fait Mm, piocher un Herald of Erudition. Et mm. sauf qu'entre temps vous avez calé des Wartunes, donc en fait ça tape à 6, puis ça tape à 7, puis ça tape à 6, puis ça tape à 7, puis ça pioche 2 cartes, ça tape à 7, puis ça tape à 6. Mm. Ça fait 20 en fait, donc l'adversaire est mort s'il n'a pas bloqué. Je suis d'accord aussi que je pense que Suraya est une excellente carte. Ouais. Et bon, déjà, s'il n'y avait pas Ward dessus, ce serait probablement une des meilleures cartes jamais print, Ah soyons ouais. honnêtes. Mais même là, avec le fait que Ward soit dessus, je pense que dans une grande partie des match-ups, ça reste extrêmement fort. Oui. Mais Euh, c'est que même la Ward en fait c'est bien. Genre Ward mm. 4, bah t'as gagné 4 points de vie en fait, donc c'est énorme. Ouais, c'est. Bah, en Bah, fait, si mais c'est Ward proc vraiment pas une sur mécanique. genre 1, mais oui, oui. Oui, C'est bien c'est sûr. vraiment, vraiment bon, je pense. C'est vraiment une très bonne carte de mon point de vue. Mhm. Et c'est en plus, alors, c'est ce petit côté artiste et tout, parce que Elle est c'est important magnifique.
voilà. Et moi, je me fais la remarque parce qu'avant, je faisais pas attention aux artistes qui faisaient les cartes. Et je me fais la remarque depuis quelques temps que quand j'aime vraiment beaucoup l'illustration d'une carte, en général, soit elle est de Monsieur Federico Musetti, qu'on connaît notamment pour Chain et Lexi, hein, principalement, soit elle vient de ce monsieur qui est Alexander Mokov, qui a notamment fait Kano. Voilà. Ah bon? Oui, c'est Alexander Mokov qui a fait Kano et c'est OK. lui aussi qui a fait ce petit Invox Soria. Et en fait, je me rends compte qu'en général, parce que là, dans la dernière extension, il y a pas mal de cartes qui ont été faites par Federico Musetti. Je pense notamment à Buckle, par exemple. Et à chaque fois, je me rends compte qu'en fait, j'aime beaucoup ces cartes-là. Oui, Emperor aussi, effectivement, il y a je crois qu'il y a une carte de. Je crois qu'il y a une autre carte, Shield Wall, si je dis pas de bêtises aussi, qui a été faite par Federico Musetti. Et en règle générale, à chaque fois que je vois des cartes faites par cet artiste ou par Alexander, je les trouve très belles. Voilà, donc c'était juste le petit Oui. big up aux artistes, parce que je pense qu'il y a vraiment un gros taf de la part d'LSS de faire appel à ces artistes et d'avoir des cartes qui sont vraiment, vraiment belles et qui ont une vraie identité. Enfin, là, tu vois, les Héraldes et tout ça, il y a vraiment une lumière Bah, dessus, des tons de moi, c'est couleurs et tout. c'est Oh, c'est une des raisons pour lesquelles je kiffe jouer Illusionniste, parce que je trouve que ouais. les cartes sont juste magnifiques, en fait. Ah Genre, bah clairement, enfin, moi, je regarde l'Herald of Erudition là. Alors après, on peut dire oui, c'est assez facile de faire des trucs qui ont le même style parce que c'est des anges et tout. Mais tu vois, non, Herald of Erudition, on s'en c'est fout, ils Alexander sont trop aussi, beaux. hein. On s'en fout. Ouais, C'est bien sûr. Alexander Alors aussi. honnêtement, pendant que tu parlais, j'ai fait une petite recherche sur, Ouais. FabDB pour sortir toutes les cartes qu'il a illustrées. Le fait est qu'il a quand même illustré un sacré paquet de mes cartes préférées aussi, genre Ah bah c'est. Arc Knight Ascendancy, Ouais, Lesson in Lava, le nouveau ouais, Tiger Swipe qui est trop joli, Celestial ouais, Cataclysme, il a fait ouais, Dracona Optimi. Oh! ouais. Il a fait, la Islander Voilà. adulte de Pricing. Ouais, que Il a j'aime fait beaucoup Ancestral aussi. Empowerment, il a fait Showtime, il a fait Glint, il a fait plein de cartes que j'aime. C'est un Donc, un bon artiste. En donc espérant qu'il voilà, soit disponible et sur un GP pour, ouais, lui faire et on va lui faire signer plein signer de beaucoup de cartes. choses. Ah Mais ouais. voilà, donc c'était juste, c'était pas du tout prévu dans l'épisode de départ, mais ça m'y a fait penser parce que j'ai revu son nom. Et je pense qu'effectivement, on peut faire un big up quand même à LSS et aux artistes. Oui, Enfin, je dis on peut faire un big up, ils diront sûrement jamais c'est big up, oui, mais mais c'est important quand même de le rappeler parce que c'est, je me suis rendu compte, je tu suis vois, vraiment genre fan. c Je suis vraiment c'est fan. c'est un autre truc, enfin c'est un peu à part, mais j'ai un pote qui, quand on joue à Magic, est à fond dans les illustrations de Magic parce Mm, que lui, c'est un truc qui le fait kiffer. Il en parle énormément, il nous en parle beaucoup. Il connaît plein d'artistes, il regarde vraiment les illustrations et jusqu'à ce qu'on en discute, je regardais pas les cartes parce que, ouais. soyons honnêtes, j'en avais rien à foutre. Les illustrations, je m'en foutais. Toi, tu les lis pas, tu les J'avais regardes tendance pas, tu non sais pas mais ce que tu en fais fait, avec. je reconnais une illustration, mais c'est tout en fait. Genre, Oui, j'utilise l'illustration plus comme un rappel visuel de la carte que ouais. comme une illustration. Et depuis qu'il m'en a parlé et tout, je me suis mis à regarder les cartes et en fait à prendre le temps à un moment de juste regarder l'illustration d'une carte Mm, et genre soit de kiffer parce que je la trouve belle, soit de me rendre compte que ça va pas parce qu'elle me convient pas et que c'est très c'est- subjectif. Et et genre ça fait apprécier le jeu en fait, de mm, regarder les illustrations et si elles plaisent, vraiment de les aimer en fait. Genre, ouais. ça donne envie de jouer des cartes. Quand une carte est belle, on a envie de la jouer, en fait. Et quand elle brille, c'est mieux. Ouais. Non, mais et puis, enfin, là, en plus, on a, pour ceux qui sont sur YouTube, il y a notre régisseur qui vous fait passer Mais plusieurs les images. images. Ah Et, ouais. je pense qu'effectivement, quand en plus on parle d'une classe comme Illusioniste, moi je pense que Illusioniste fait partie des cartes qui ont les designs les plus beaux. Avec les Enfin, il y wizards, a oui. vraiment des trucs magnifiques. Il y a des cartes qui ont vraiment. Je pense les auras qu'on a eu dans Everfest, les auras bleues avec toute la série Passing Mirage, Pierce Reality, Pierce Ace Bending, Reality, Ace Bending et tout. qui ont un Ouais. style un peu trip sous LSD des années je sais pas combien, qui sont vraiment magnifiques. Enfin, je veux dire, c'est Mmh. des artworks que je trouve assez incroyables. Et je pense que ça contribue aussi au fait que le jeu soit de très bonne qualité. C'est d'avoir Oui, des cartes, ça joue. quand on les joue, quand on les a dans Tu les notre main, quand regardes on et les tu met dans les notre aimes. deck, tu les regardes et tu te dis, j'aime bien. Et Mmh. tu te dis pas, oh merde, c'est moche et tout, mais je vais la jouer parce qu'elle est forte. Et je trouve Ouais. que c'est vraiment une très bonne chose. Et puis c'est renforcé aussi, comme plein de gens en ont déjà parlé, par le foiling, les call foil, les extended Ouais. art, etc. Enfin, je veux dire, quand tu as des promos full art ou ce genre de trucs dans les mains, ça renforce Alors encore plus moi, ce côté et c'est moi c'est vraiment super beau, quoi. j'ai mis des red dots dans mon deck Dromai parce que la carte est jolie, hein.
Ah Voilà. bah, elle est forte aussi, mais elle est, Ouais, elle mais elle est est jolie, surtout. très très belle, je suis d'accord. Elle est très très belle. Bon, Mais bon, sans transition, parce que je n'ai pas de transition à faire, si ce n'est que j'aime il y en a beaucoup pas. l'artwork de Iron Song Pride. Haha, petit teasing. Du coup, donc le point règle de cette semaine, ça va être une interaction qui a été postée sur Twitter, où la question en fait a été posée aux gens. Elle a été posée aussi sur le channel règle dans le Discord France. Donc si jamais vous ne comprenez pas tout à fait ce que je dis, parce que des fois je peux parler beaucoup pour ne rien dire, ou si jamais vous pensez que j'ai fait une erreur, ou s'il s'avère que j'ai fait une erreur, puisque c'est possible aussi, des fois ça arrive, vous pouvez toujours vous référer aussi au channel sur le Discord France. Je ne sais plus là de mémoire comme ça quel judge y avait répondu, mais de toute façon, quel qu'il soit ou qui est-ce qu'elle soit, ce sera une réponse de très bonne qualité et donc vous pouvez toujours poser vos questions là-bas et vous référer aux réponses pour connaître les interactions à votre table. Du coup, donc l'interaction dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est l'interaction de Talisman of Featherhood, qui est une carte d'Everfest, qui est un talisman, donc c'est un item générique qui pitch jaune, qui coûte 0, on s'en fiche, qui a Go Again, et qui dit lorsqu'une attaque que vous contrôlez gagne exactement plus 1 puissance par un effet durant la phase de réaction, vous détruisez Talisman of Featherhood et cette attaque gagne Go Again. Et l'interaction dont on va parler premièrement, c'est l'interaction avec Iron Song Pride, qui est une nouvelle carte de dynastie, qui est une Aura Warrior instant. Donc c'est la. Si je ne dis pas de bêtises, je me demande si c'est pas la première. La première, oui. Alors j'allais dire la première instant Aura et après je me suis rappelé que Prism existait, donc Non. non. Mais par contre, Mais c'est de la Warrior, première oui. Aura instant en Warrior. Il y a eu une autre Aura non instant dans le set avec les Blessings. Et donc Iron Song Pride, c'est une carte qui coûte 1, qui pitch rouge, et qui dit mettez un compteur plus 1 puissance sur l'épée ciblée que vous contrôlez. Et puis après, ça dit des trucs genre si vous n'avez pas touché, vous détruisez Iron Song Pride, et puis si Iron Song Pride quitte le board, vous enlevez tous les compteurs de votre Dawnblade, enfin bref. Voilà. La ligne qui nous importe et qui est importante pour ce point règle, c'est la première, et donc vous mettez un compteur plus 1 sur une épée ciblée que vous contrôlez. Alors la question qui a été posée, c'est si vous activez Iron Song Pride et que vous la jouez pendant la phase de réaction, en ciblant votre Dawnblade qui est en train d'attaquer, et que vous lui mettez un compteur plus 1, est-ce que ça déclenche l'effet de Talisman of Featherhood et est-ce que du coup le talisman se détruit pour donner Go Again à votre Dawnblade, enfin à votre attaque de Dawnblade? Et la réponse est non, car même si on donne plus 1 à l'épée, en fait, on lui donne un compteur plus 1. Et en fait, les compteurs, qui sont d'une valeur numérique, sont des objets qui vont être ajoutés à un objet. Et ce sont en fait quelque chose qui vont modifier la valeur de l'objet, mais d'un point de vue des règles, et non pas d'un point de vue d'un effet. Et du coup, la petite ligne de talisman qui dit si une attaque gagne exactement plus 1 par un effet, ne se voit pas reconnu, puisque Iron Song Pride ne donne pas plus 1 via un effet, mais via une règle. Et donc, ça n'active pas le talisman of Feather. D'ailleurs, j'ai dit Featherhood depuis tout à l'heure, et c'est Oui, Featherfoot. ça me fait beaucoup rire. Voilà, on gardera ça, c'est Ouais. génial. Let's go. Donc, ça ne fonctionnera pas, puisque en fait, le fait de donner un compteur va modifier la valeur d'attaque de votre Dawnblade. Ça va être bon. Comme si c'était un effet, sauf que comme c'est via un compteur, ça n'est pas considéré par un effet, mais c'est considéré par une règle, par les règles du jeu. Pour juste voir une petite différence, quelque chose qui fonctionnerait, c'est une attaque-réaction comme Singing Steelblade, par exemple. Singing Steelblade qui dit tout un tas de choses, notamment de donner plus 1 à une attaque d'épée que vous contrôlez. Et du coup, en donnant plus 1 à votre attaque d'épée via un effet d'une carte, cette fois-ci, ça fonctionnerait bien avec le talisman of Featherfoot, et donc il se détruirait pour donner Go Again à votre attaque. Mmh. Voilà. J'espère que j'ai été à peu près clair, parce que même moi, au début, quand j'ai vu cette question et que Night Crash l'a proposé comme point règle pour ce soir, je n'étais pas sûr. J'ai fait 2-3 petites recherches.
En fait, la et je suis réponse pas est enfin, je suis toujours pas sûr à si, 300 de la si, réponse, si. mais normalement, c'est ça. Moi, Heu, je suis sûr, j'ai relu la règle qui concerne ce truc-là ouais, j'ai et je suis relu à peu aussi. près sûr de la réponse, C'est ça, c'est j'ai relu aussi en et fait, Iron Song Pride mettant un marqueur +1, le marqueur modifie les propriétés de mmh, l'attaque originale, mais ne correspond pas à un un effet effet qui qui donne plus 1. modifierait l'attaque. Puisqu'en fait, Mmh, l'effet d'Iron Song, c'est de mettre un marqueur, c'est c'est pas ça. d'augmenter l'attaque. En fait, le marqueur résulte en une augmentation, mais l'effet de la carte, c'est de mettre un marqueur. Voilà. Voilà, dites-nous dans les commentaires si vous préférez quand c'est Pidipu qui fait les points règles parce qu'il est beaucoup plus fier que moi. On pourra peut-être échanger de chroniques. J'ai plein d'idées de deck. Ce Ah sera ouais. très, Oh, très marrant. en vrai, ce serait cool, ça me ferait kiffer. En Non, vrai, mais ça me dérangerait pas, ouais. On en pourrait vrai, faire un échange. étant donné qu'il le fait très bien et qu'il est judge et on a totalement confiance en lui pour bien expliquer les règles, qu'au pire, s'il sait pas, il nous demande avant. Oui. On fera peut-être ça un moment. Parce que moi, ça me Ouais. plairait aussi de présenter des decks. J'ai deux, trois Mais trucs, oui, moi j'ai deux, trois j'ai trucs envie que vous spicy. partagiez vos decklists. Bon, Mais voilà. Bon, bah du coup, comme on vous l'a dit en début d'épisode, malheureusement, du coup, ni Otal ni Nightcrash n'étaient disponibles ce soir pour être avec nous. Et du coup, en leur absence, on ne va pas pouvoir faire de questions pour un bout de carton ce soir. Donc, je vais rester en tête avec combien? Je sais pas même plus. 12, 13 points, je sais Plein plus. de points. Je Oh, sais ouais, plus, mais trop, plein de trop. points d'avance. Plein de points d'avance. J'ai Et hâte que le ladder se reset là pour que je puisse recommencer à faire des points. franchement, un jour, hein, Je pense que j'en ferai peut-être. pas plus, hein, mais tu Je sais pourras pas. redevenir à un score atteignable. Je, je sais pas. On Ouais. verra, mais en tout cas, moi j'ai hâte de la prochaine, de la semaine prochaine d'avoir à nouveau cette petite rubrique parce que Mmh. j'aime beaucoup et c'est pas juste parce que je gagne, c'est je trouve le concept vraiment sympa et je trouve que ça anime bien la fin de l'épisode. Mais du coup, pour cet épisode, ce sera tout pour nous. Comme d'habitude, dites-nous ce que vous en avez pensé sur les commentaires, sur notre Discord, sur le Discord France, sur notre Twitter. N'hésitez pas même à nous envoyer des messages privés, que ce soit pour nous dire ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, que ce soit pour nous donner des idées pour les prochains points de règle ou les prochaines decklists. Que ce soit même, mais à ce moment-là, vous le faites à Night Crash ou à Otal, pas à PDP ou moi, mais pour proposer une carte à faire deviner. Il faut évidemment qu'elle ait une phrase une quote, Un texte un d'ambiance. texte d'ambiance, ouais, merci, dessus pour que ça fonctionne, mais n'hésitez pas, ça peut être marrant aussi. Donc voilà, n'hésitez pas de manière générale à interagir avec nous, que ce soit sur les réseaux ou IRL pour ceux qui viennent de Paris notamment, parce qu'on est toujours ravis d'avoir vos retours. Et si on a des pistes d'amélioration, on essaiera au maximum d'en tenir compte pour vous proposer toujours un meilleur contenu. Oui, et Voilà, sur ce, abonnez-vous. à la semaine prochaine. Salut tout le monde.